Chers amis, bonjour. Nous revoici aujourd'hui pour parler d'un sujet passionnant qui va être la prise de décision ou comment prendre la bonne décision. Et j'ai invité un conférencier que je connais un petit peu, que je suis, qui est absolument passionnant, qu'il faut aller écouter. C'est Vincent Desportes. Vincent Desportes, bonjour. Bonjour Denis. Merci d'avoir accepté mon invitation en général. Est-ce que vous pouvez vous présenter en 2 minutes pour les gens qui nous regardent? Vous avez un parcours incroyable également. Oh, avec plaisir. Je ne sais pas si j'ai un parcours incroyable, mais j'ai été soldat très longtemps, presque 40 ans. J'ai été plongé dans des crises importantes. J'ai eu à commander parfois dans des conditions difficiles et j'ai été en face de ce problème de la bonne décision, en sachant qu'une entreprise paie cash, mais en euros, nous on paie cash, mais en sang humain. Et donc l'importance de la décision, c'est évidemment tout à fait fondamental. Et puis, j'ai quitté les armées depuis 10 ans. Je pense que j'ai trouvé utile de faire partager mon expérience, d'une part à la jeunesse. Donc, j'enseigne ma stratégie, le leadership et la décision à Sciences Po Paris, je l'enseigne à HEC, je l'enseigne à Dauphine. Et puis, je suis allé un peu plus loin. Je me suis dit que cette expérience était intéressant de la donner aux chefs d'entreprise, de donner tout ce qu'on pouvait leur donner. Et donc, j'ai créé un cabinet de conseil en stratégie d'entreprise et je travaille, j'accompagne dans la prise de décision, dans la décision stratégique, les entreprises CAC 40 ou ETI, PME, enfin toutes les entreprises. Ça, c'est la moitié de mon temps. La moitié de mon temps, j'enseigne, j'essaie de former un peu la jeunesse à la stratégie. Autre moitié de mon temps, j'essaie d'accompagner les chefs d'entreprise dans leur métier extrêmement difficile et complexe. Donc, parcours incroyable, indiscutablement. Vous avez écrit de nombreux livres et votre dernier, je le montrerai à la fin, Entrée en stratégie. Si vous l'avez sous la main, vous pouvez peut-être montrer la couverture. Entrée Et en stratégie. Voilà. après, en Général stratégie. Desportes. Voilà, très bien. Alors, mon général, nous sommes dans une situation qui est assez compliquée. Comme je l'avais dit, on est dans du jamais vu hein, dans le monde moderne, même si les pandémies ont déjà été ravageuses dans l'histoire de l'humanité. Là, on est touché à très grande échelle. On a été affecté une première fois pendant quelques mois au début de l'année. Les entreprises ont été absolument surprises par ce phénomène et elles ont dû s'organiser, créer des cellules de crise, se structurer. Ça a été parfois compliqué, certaines ont beaucoup souffert. D'autres se sont montrées résilientes avec des chefs d'entreprise, vous qui côtoyez comme moi énormément les chefs d'entreprise, avec des chefs d'entreprise qui ont donné beaucoup de leur temps, qui ont créé un autre type de lien avec leurs salariés, qui ont été vraiment disponibles. Et maintenant, voici que le phénomène se reproduit. Alors, la situation est un petit peu différente puisque nous sommes déjà organisés. Vous avez, comme moi, déjà déployé un certain nombre d'heures de conseils, d'attention aux chefs d'entreprise pour se remettre comment dire, en continuité malgré ce phénomène. Comment est-ce que vous percevez aussi bien ce deuxième confinement que le premier, mais comment vous percevez cette crise majeure dans l'esprit des dirigeants que vous avez côtoyés depuis le début de l'année? Alors, le problème, évidemment, des chefs d'entreprise, c'est qu'ils sont dans l'incertitude et ils ne voient pas le bout du tunnel. Ils sont dans la crise. Et c'est bien là où j'essaye de les aider, puisque fondamentalement, le métier du militaire, c'est la crise. Hein. Quand les choses vont bien, on n'envoie pas les soldats, on envoie les bonnes sœurs ou je ne sais pas qui, mais on n'envoie pas les soldats. On envoie les soldats pour gérer les problèmes de crise et pour aller prendre des décisions dans l'incertitude. Et donc, c'est exactement là où j'essaie de les aider, et en particulier en essayant de les désinhiber par rapport à la décision. Parce que, vous le disiez, le problème, c'est vais-je prendre la bonne décision. Et je crois qu'il faut être désinhibé par rapport à ça. Beaucoup de chefs d'entreprise en particulier n'osent pas décider parce qu'ils se disent est-ce que c'est ça que je dois faire? Et le problème, c'est que si je ne décide pas, je laisse l'autre décider, je me mets en position de réaction et de subordination, et finalement, ça se passe mal. Donc oui, moins bonne ou meilleure, quoi qu'il arrive, il faut absolument décider, bien sûr.
Alors, j'avais utilisé un terme qui avait été pris par quelques-uns de vos camarades à l'école de guerre. J'avais dit, dans ce brouillard de guerre, il faut essayer de capter la bonne information parce qu'on est submergé d'informations. Hein, et la difficulté, c'est d'essayer effectivement d'avoir l'esprit clair pour essayer de prendre les bonnes décisions, parce qu'au tout début, il a fallu monter des cellules de crise et essayer de remettre tout ça en état de marche. Est-ce que vous avez quelques clés à donner aux chefs d'entreprise pour, en tout cas, les aider ou à processer, à prendre les bonnes décisions dans ce gros brouillard de guerre que l'on a encore une fois? La question est comment prendre la bonne décision. Je crois d'abord qu'il faut être sûr que aucune décision ne peut être parfaite. Et donc, il faut évacuer de son esprit l'idée de la recherche de la meilleure solution. Et en fait, la raison est simple. D'abord, quand je prends une décision, je la prends dans un monde que je ne peux pas connaître parfaitement. Et je dois admettre que toute décision en stratégie, toute décision dans le monde réel, ou plutôt aucune, ne peut être basée sur la complétude des informations qui la rendraient rationnelle. Donc, premier temps, je dois comprendre qu'aucune décision ne peut être parfaitement rationnelle parce qu'elle reposera toujours sur une connaissance partielle. Ça, c'est le numéro un. Le numéro 2, c'est que l'espace stratégique dans lequel je prends ma décision est un espace qui change tout le temps. C'est un espace ouvert avec des variables qui entrent et des variables qui sortent à chaque instant. Donc, quand vous, chef d'entreprise, vous décidez de décider, vous le faites à partir d'une certaine perception de cet espace stratégique. Et quand vous prenez la décision 15 jours ou un mois après, l'espace stratégique a déjà changé. Donc, votre décision n'est déjà plus adaptée à l'univers stratégique. Et quand votre décision va tomber dans l'univers stratégique, un mois après ou 15 jours, l'espace stratégique aura encore changé. Et donc, en aucun cas, votre décision ne peut être parfaitement adaptée à son environnement. Et donc, dans l'environnement dans lequel on est, il faut prendre des décisions et en même temps un système où se doter des capacités d'adaptation. Dans l'incertitude, dans l'univers stratégique, je ne peux pas décider sans savoir que ma décision devra être adaptée immédiatement et constamment. Donc, le problème est de savoir comment je crée mes capacités d'adaptation permanente à l'environnement. Mais ce qui est, je dirais, encore plus compliqué, c'est que quand vous êtes sur une chaîne de production, par exemple, quand vous prenez une décision, vous savez très bien ce que ça va produire, parce que ça répond à des chaînes, à une logique de mathématiques, de physique, etc. Quand vous prenez une décision dans l'univers stratégique, c'est faux. C'est-à-dire que vous prenez une décision parce que vous pensez qu'elle va produire B, mais vous ne faites que penser. C'est-à-dire que toutes vos décisions sont forcément basées sur des hypothèses. Et ces hypothèses se vérifient ou non. Et en général, elles ne se vérifient jamais parfaitement. Et donc, je dois bien comprendre que chacune de mes décisions, aussi bonne puisse-t-elle être, va demeurer un pari. Elle demeure un pari qui donne ou pas ce qu'on veut. Regardez, quand le président Macron décide d'augmenter de 3 centimes en octobre 2018 le litre de gasoil à la pompe, il ne récupère pas les 10 milliards qu'il veut récupérer, mais il va créer un foutoir incroyable en France et il va perdre 10 milliards, plus 10 milliards, etc. C'est l'exemple même d'une décision parfaitement intelligente qui ne produit pas du tout ce qu'on a envie de produire. C'est comme ça. Alors, le problème, c'est que je prends cette décision et en même temps, je ne peux pas faire en sorte que je ne l'ai pas prise, puisque la décision, elle va rebondir indéfiniment. Elle rebondit indéfiniment. Et alors, vous vous dites, je vais aller chercher la marche arrière pour reculer. Le problème, c'est que dans la boîte à vitesse stratégique, il n'y a pas de marche arrière. Donc, une fois que j'ai pris une décision qui n'est jamais parfaite, quoi qu'il arrive, je dois continuer dans la marche en avant. Je n'ai pas le choix. Je n'ai même pas de bouton pause. Je dois absolument décider et aller dans la marche en avant. Moi, je donne l'image du ballon. Une décision stratégique, c'est un ballon. Je tape sur le ballon et mon ballon,
le ballon normal s'arrête. Le ballon stratégique ne s'arrête jamais. Et donc, je dois l'accompagner en permanence. Et le pire, c'est que le ballon stratégique a la forme d'un ballon de rugby. Donc, il va rebondir de manière aléatoire. Et donc, quand je prends une décision, je sais que je ne peux pas en attendre exactement ce que j'espère et que je devais devoir l'accompagner en permanence. Et donc, le problème n'est pas tellement de prendre une bonne décision, parce qu'aucune décision ne peut être la meilleure. Ça n'existe pas. Le problème est de prendre une décision, parce que si je n'en prends pas, alors je vais disparaître, alors je vais être dépassé, alors je perds l'initiative. Donc, j'en prends une, toujours un peu imparfaite. J'ai créé derrière un système d'adaptation et d'accompagnement qui va me permettre de la guider au mieux vers l'avenir que je désire pour mon entreprise. Qu'est-ce que vous entendez par j'ai créé derrière, en fait, pour le pilotage, ou en tout cas la tentative de pilotage? C'est la cellule de crise? C'est vos cadres? Alors, on peut créer ce qu'on veut. Moi, je crois, si vous voulez, qu'il y a des techniques, oui, cellule de crise, le plan de continuité d'activité, la diversification des ressources, des approvisionnements, des fournisseurs, des clients. Il y a un tas de choses qui vont permettre d'évoluer. Mais moi, je crois fondamentalement que la réponse, elle est d'abord humaine, hein. L'incertitude, elle vient de l'homme et elle est réglée par l'homme. Et donc, ce qui me paraît fondamental, c'est de créer les conditions d'adaptation qui sont des conditions matérielles. Par exemple, j'ai des réserves qui vont me permettre de réagir. C'est un principe militaire fondamental. Mais surtout, j'ai créé les conditions humaines. C'est-à-dire que dans mon entreprise, les femmes et les hommes auront à cœur de s'adapter en permanence à la réalité du terrain pour faire en sorte que ma décision, toujours imparfaite, puisse produire des résultats. Et derrière ça, il y a une question qui est fondamentale, c'est la question du sens. C'est-à-dire que mes collaborateurs ne prendront la bonne décision que s'ils savent absolument quel est le point de polarisation de l'action générale de l'entreprise. Donc, la question du sens. J'adhère et je comprends que cette ambition commune, elle doit être aussi mon ambition, parce que d'ailleurs, j'y ai un intérêt personnel. Donc, je vais créer les conditions humaines de l'adaptation, d'une part par l'adhésion à la vision commune, d'autre part par la création de l'esprit d'initiative et la création des compétences qui vont permettre de m'adapter. Alors tout ça, je peux l'encadrer par un certain nombre d'outils qu'on trouve dans les manuels. Mais le problème, c'est de savoir et de croire fondamentalement que c'est la confiance dans l'homme qui va me permettre d'avancer. Alors je dis ça parce que nous, militaires, nous sommes plongés dans chaque crise, dans des conditions toujours nouvelles. Nous ne savons jamais comment le gars qui est en face va réagir, et il est absolument impossible d'attendre que le chef au plus haut niveau donne des ordres. Tout succès militaire est basé sur l'initiative et l'engagement des hommes, et surtout pas par le respect de la règle. Ça n'est pas le point. Pourquoi est-ce que l'armée allemande est la plus forte pendant un siècle en Europe? Parce qu'elle arrive justement à concilier l'inconciliable. Deux choses qui sont, d'une part, la discipline la plus stricte quant à l'ambition commune et l'initiative la plus large donnée aux collaborateurs pour s'adapter à l'évolution des circonstances. Et le succès, il est là. La décision, elle est ce qu'elle est, mais en tout cas, le sens est commun. Et mes collaborateurs engagés derrière moi n'auront pas peur de prendre des initiatives de terrain pour réagir à l'évolution permanente des circonstances. Ça, c'est essentiel, ces deux facteurs, la stratégie et le sens. La stratégie, ici, d'abord, il y a aussi des gens qui ont très peu ou pas de stratégie. Donc ça, c'est une erreur fondamentale également. Et si on ne donne pas un point sur l'horizon où on arrive à coaliser toutes les énergies d'entreprise vers ce point-là, on ne va nulle part. Et ce qui est assez intéressant, mon général, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, c'est ce qui est en train de se passer à travers le monde à l'heure actuelle. Regardez, Xi Jinping, en novembre 2013, lance le concept des routes de la soie, des nouvelles routes de la soie. Il essaie de créer une énergie à l'intérieur de son pays pour que tout le monde tende vers un point vers l'horizon. Et immédiatement après, on a vu Poutine recréer le concept de Grande Russie. Et la Grande Russie s'appuie sur la Grande Armée dans leur habitus.
Et dernièrement, vous avez vu, il y a maintenant 1 an et demi, nous avons Erdogan qui relance l'idée comment dire, de l'Empire ottoman, du néo-ottomanisme. Et tout ça, ça a des conséquences dans le monde quand on a des grandes stratégies comme ça. Et donc, la stratégie et le sens sont deux facteurs clés. Comment est-ce que vous lisez le monde à l'heure actuelle, justement, entre Xi Jinping, Poutine et Erdogan? Et, ce que vous dites, en tout cas, est fondamental. Moi, je ne sais pas s'il faut séparer la stratégie et le sens. Je pense que la stratégie, c'est d'abord le sens. Que la question fondamentale de la stratégie, c'est le sens, et que c'est bien pour ça, justement, c'est le projet commun. La stratégie, c'est d'abord avoir un projet, ensuite définir un chemin, et puis qui va permettre d'aller, et puis définir des points qui me permettront de vérifier ma marche. La stratégie, c'est une vision, un chemin et des repères qui me permettent d'avancer. Et donc, pourquoi effectivement nous avons dans le monde des grandes entités politiques qui avancent, c'est parce qu'elles ont un projet qui est un projet fédérateur. Hein, vous avez cité évidemment la Chine et la Russie. Le problème d'Erdogan, c'est que je ne suis pas sûr que ça fédère absolument, absolument tout le monde. Mais Oui, on voit bien que sa stratégie est basée véritablement sur un projet. Et la stratégie, elle est d'abord là. Je ne peux pas faire de stratégie si je n'ai pas un désir d'avenir. La stratégie, elle est d'abord basée sur la perception que je ne peux pas rester immobile, que dans le monde qui existe, il y a toujours derrière moi une vague en train de se préparer à me submerger et que je ne peux régler mes problèmes que dans la marche en avant. Et pour que ma marche en avant ait du sens, eh bien, je dois justement me donner un désir d'avenir qui va focaliser les énergies et me permettre de tracer la route. Et on voit bien que les grands, et c'est hélas, une des forces des régimes autoritaires aujourd'hui, une de leurs forces est de pouvoir conduire plus facilement la stratégie, puisque l'adhésion est plus facile, puisqu'elle est obtenue de manière autoritaire. Et la faiblesse des démocraties vient bien de la difficulté à faire converger des volontés vers un grand projet. Et les démocraties ne redeviennent fortes que dans la crise dans laquelle chacun l'individualisme disparaît et oui. chacun comprend que sa survie personnelle passe par la survie du collectif. On voit bien que c'est exactement cette difficulté à laquelle fait face l'Occident aujourd'hui, qui a le plus grand mal à s'opposer ou à contenir la montée des nouveaux grands empires parce qu'il n'y a plus de projet commun dans l'Occident. L'Occident, États-Unis plus Europe, évidemment. Et quant à l'Europe elle-même, elle n'a pas encore compris que son salut passe par une stratégie et que cette stratégie suppose un projet commun fort qui ferait passer en second plan les intérêts de chacune des nations. Chacune des nations européennes ne peut finalement survivre qu'en acceptant de perdre un peu de souveraineté pour créer une souveraineté globale qui serait le projet européen. Oui, je partage tout à fait votre avis sur ce sujet-là. Pour revenir en faisant un parallèle avec l'entreprise, vous avez mentionné quelque chose que moi je trouve tout à fait juste, c'est qu'effectivement, l'individualiste doit être mis de côté et il faut absolument que chacun comment dire, adhère au projet commun pour, en ce moment, la survie des entreprises. Et on voit une forte mobilisation d'ailleurs de tout le monde, hein, la plupart du temps dans les entreprises. Je crois que tout le monde donne de son énergie, de son temps pour pouvoir maintenir en vie cette entreprise. C'est un organisme humain, moléculaire, l'entreprise. Et je trouve qu'il y a beaucoup de belles choses en ce moment. Et peut-être en fait qu'effectivement, moi j'ai coutume de dire, c'est dans la souffrance que l'on se réinvente, qu'il y a résilience. Et peut-être que nos États d'Europe vont peut-être se réveiller, à avoir enfin ce sursaut pour pouvoir sortir grandi de cette crise.
Et dans les entreprises, mon général, comment est-ce que vous percevez le concept qui est un concept vraiment ancré dans les gènes des pays asiatiques et notamment de la Chine, mais pas tant que ça en Europe, le concept d'opportunité. Dans toute crise, il y a des opportunités à saisir. Alors, c'est intéressant. Et ce que vous dites est évidemment intéressant. Et ce qui est important, c'est de se rappeler comment crise se dit en chinois, hein. On le sait depuis longtemps, mais c'est bien de se le rappeler. C'est qu'une crise en Chine, c'est écrit Wei Ji avec deux idéogrammes, hein, qui disent menace et opportunité. Et donc, la grande force, je crois, de la Chine, c'est de se dire que je ne sais jamais, je ne peux pas savoir si c'est une crise, mais dans toute chose, il y a une opportunité que je vais devoir saisir. Mais ça nous ramène à la question du sens. Imaginons le navigateur sur un océan déchaîné, il ne peut juger de la qualité des vents et des courants que s'il sait où il va. Donc il n'y a de bon vent, comme le disait ma grand-mère et la Haute-Seu d'ailleurs, qui s'entendaient bien, hein, il n'y a pas de bon vent pour celui qui ne sait où il va. De la même manière, le chef d'entreprise ne peut savoir si quelque chose est une crise ou une opportunité que s'il peut ramener cette crise à un désir d'avenir et comprendre ce qu'il peut en tirer de meilleur. D'où la nécessité, dans la crise, une fois qu'on a réglé les problèmes de survie, bon, il faut d'abord sortir la tête hors de l'eau. Mais une fois qu'on a réglé ça, le plus rapidement possible, retrouver une attitude stratégique, arriver à redonner du sens pour pouvoir tirer le meilleur, hein, de ce qui se passe. Alors peut-être faut-il rapprocher les échéances. Vous voyez que dans la crise, il faut se redonner les objectifs, probablement avec un horizon plus court, hein, parce qu'on ne sait pas exactement de quoi sera fait l'avenir. Mais en tout cas, dans la crise, le réflexe le plus dangereux est de se dire je ne fais plus que de la tactique, je vais juste répondre. Encore une fois, dès qu'on a réglé les problèmes de survie, te redonner du sens, ce qui va me permettre d'aller voir ce qui est une opportunité pour moi, ce qui est une menace, et donc de construire mon action de manière stratégique. Alors pour terminer, parce que le temps passe et tout va très très vite quand c'est passionnant, vous êtes un des grands spécialistes de Napoléon. Vous avez une expertise sur Napoléon. Vous êtes beaucoup demandé pour l'année prochaine, qui sera le 200e anniversaire de sa mort, je crois, hein. C'est l'année Oui, c'est prochaine. ça, c'est Voilà. ça, c'est ça. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous dire quel était le génie de Napoléon? C'était quoi? C'était lire les situations, lire les situations géographiques, bien lire la cadence du temps, les forces en présence. Quels étaient ces éclairs de génie qu'il avait en lui comme ça? Alors, d'abord, première chose, Napoléon est un très grand travailleur. Très grand travailleur. C'est un homme qui a énormément appris, énormément pratiqué. Et il dit d'ailleurs dans la bataille, ça n'est pas un génie qui vient me donner la bonne décision. Et il dit le génie n'est que réminiscence. À un moment donné, il a ce coup d'œil, terme très militaire, j'ai le coup d'œil qui dit ok, c'est ça la bonne décision. Mais il n'y a pas de génie qui n'ait pas beaucoup travaillé. Et en ce qui concerne les grands généraux, ce sont tous de grands historiens et de grands travailleurs. Le génie est d'abord basé sur la culture, le travail. Ensuite, euh, je crois que Napoléon est un grand stratège, d'abord parce qu'il a bien une vision systémique des choses. C'est-à-dire, ce qui l'intéresse, ce n'est pas véritablement son armée, c'est c'est son armée plongée dans son écosystème, l'adéquation de son armée avec son écosystème. Il voit large et conçoit bien son action comme juste son action militaire, comme une des actions beaucoup plus larges. Rappelons-nous que, évidemment, c'est un génie militaire, mais c'est lui qui a créé l'État moderne, c'est lui qui a créé les lycées, les départements, le code civil. Enfin, c'est même incroyable de savoir tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dicté depuis ses postes de guerre en Autriche, en Prusse, etc. La deuxième chose, c'est qu'il est stratège parce qu'il a la qualité fondamentale du stratège, c'est savoir renoncer. Je ne peux pas tout faire,
donc je renonce et je choisis. Napoléon se bat le plus souvent, mais pratiquement tout le temps, en état d'infériorité numérique. Donc, il est contraint à la stratégie, il est contraint de voir l'essentiel et de concentrer ses forces pendant un moment sur l'essentiel. Il crée ce qu'il appelle, ce que Charles de Gaulle appellera après également, il va créer l'événement. Il dit, au fond, c'est ça, la condition nécessaire et suffisante pour gagner. Et d'ailleurs, il doit sa carrière d'officier général à ça. Au siège de Toulon à la fin du XVIIIe siècle, les armées françaises n'arrivent pas à reprendre Toulon aux Anglais. Au bout d'un moment, lui, petit capitaine d'artillerie, va dire à son général, voilà, il suffit de prendre ce fort, dont j'oubliais le nom, et si vous prenez ce fort, alors les Anglais partiront. Le général, à court d'arguments, prend le fort et immédiatement il gagne. Et à partir de là, il est reconnu. La grande force de Napoléon, c'est de voir l'essentiel, de renoncer au reste et d'engager ses forces là-dessus, et il va gagner. Vision systémique et essentielle. Très, très bien, passionnant. Mon général, merci, merci beaucoup pour votre intervention. Je pense que ça intéressera beaucoup de gens. Je vais remettre à la fin de cette interview vos livres et la couverture de votre dernier ouvrage. Et je vous dis à très, très bientôt. Merci, Vincent. Merci, Denis. À bientôt.